La justice camerounaise a déclaré la fin de l'information judiciaire sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo vendredi. Cette annonce du tribunal militaire de Yaoundé intervient un peu plus d'un an après la mort de l'ancien directeur de la radio Amplitude FM. Elle signifie que le procès s'ouvrira dans les prochaines semaines. Une vingtaine de personnes ont été inculpées dans l'affaire. Elles seront toutes renvoyées devant le tribunal pour divers chefs d'accusation. 5 jours avant l'annonce de la fin de l'information judiciaire, 3 membres du service de contre-espionnage camerounais, actuellement en détention, ont vu les motifs de leur accusation requalifiés. Ces derniers seront poursuivis pour assassinat et 2 autres pour complicité d'assassinat. La date du procès pour meurtre de Martinez Zogo n'est pas encore fixée. D'ores et déjà, la publication de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction Pierrot Narcisse Nzié nous donne une idée des méthodes terribles utilisées par les bourreaux du journaliste Fabrice. Oui, au fil des pages de l'ordonnance de renvoi, on apprend, grâce aux aveux des agents du renseignement impliqués dans cet assassinat, comment ils ont frappé le journaliste, lui ont coupé une oreille, infligé même des sévices sexuels avant de le tuer. L'affaire va être jugée devant le tribunal militaire de Yaoundé et les 17 commanditaires sont inculpés pour de nombreux faits allant de la conspiration à la séquestration, à la torture et l'assassinat donc du journaliste. Et parmi eux, on retrouve donc l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, accusé de complicité de torture avec un soupçon sous-jacent de financement de cette opération, même si ce dernier chef d'inculpation n'a pas été retenu, je le précise. On retrouve aussi de hauts responsables de la DGRE, les services de renseignement camerounais, dont son ancien patron Maxime Léopold Eko, dont tu parlais Théophile, et le directeur des opérations de la DGRE, Justin Danoué, qui, je cite l'ordonnance de renvoi, n'a pas nié que c'est lui qui a organisé l'opération. Le juge a donc considéré, au regard des éléments en sa disposition, que Justin Danoué a recruté 3 commandos. Le premier pour infiltrer et rapporter les mouvements de Martinez Zogo, le second pour le kidnapper et le torturer, et le troisième pour l'éliminer. Alors, les médias camerounais avancent la date du 22 mars pour l'ouverture du procès et l'ordonnance de renvoi qui fait à peu près 20 pages détaille les charges suffisantes contre les 17 inculpés pour s'en remettre au tribunal militaire de Yaoundé. La perspective de ce procès suscite en tout cas beaucoup d'émotions à la hauteur du choc provoqué par l'assassinat de Martinez Zogo, qui enquêtait sur des faits de malversation et de détournement de fonds impliquant les cercles du pouvoir camerounais jusqu'au gouvernement. Et le sulfureux Jean-Pierre Amougou Belinga, accusé par le journaliste d'avoir illégalement reçu des crédits publics. Reste encore plusieurs zones d'ombre que le procès devrait aider à éclairer. Une polémique a tout de suite suivi cette ordonnance du juge d'instruction, avec certains mis en cause qui s'estiment innocents et dénoncent, et je cite Maître Seri Zoku, avocat de Maxime Eko, des tentatives bien organisées de jeter en pâture son client et de le condamner bien avant le procès. Maître Seri Zoku exige un procès public. Quant à Maître Charles Tchungan, il demande un procès non seulement public mais télévisé. Qui serait souhaitable pour tous ceux qui veulent connaître la vérité, que ce procès soit télévisé. On a vu, n'est-ce pas, en Guinée, avec l'affaire d'Edi Camara, parce que quand vous avez, n'est-ce pas, chauffé l'opinion à blanc à ce point-là, il est bon que la vérité apparaisse, n'est-ce pas, au su et au vu de tout le monde. On a manifestement affaire, Jean-François, à Kandji Kombé, un théâtre d'ombre. Un procès public et télévisé, ce serait peut-être un moyen de relégitimer l'institution judiciaire. Je pense que il n'est pas exceptionnel qu'au début d'une affaire, il y ait des zones d'ombre. Par conséquent, c'est le propre de ce type d'affaire-là. Aujourd'hui, je pense que ce soit au Cameroun ou ailleurs, d'ailleurs, ce type de procès qui a vu les implications, les personnes qui sont impliquées, notamment vu leur position dans le système politique et le système administratif du pays, il y a intérêt à ce qu'on ne laisse pas le soupçon continuer à planer, parce que il y a les personnes qui ont été inculpées, mais il y a aussi tous les soupçons de connexion, parce que c'est une organisation. Je ne la qualifie pas parce qu'il appartiendra au juge de qualifier, mais les Camerounais ont besoin de savoir, ont envie de savoir, doivent savoir, et même, je dirais, l'Afrique centrale
doit savoir, puisque parmi les personnes que vous avez citées, il y a Moukou Belinga qui a étendu en quelque sorte son influence au-delà des frontières du Cameroun, et notamment en République centrafricaine où il était le conseiller économique du président Touadéra, donc avec des méthodes et des pratiques dont il est question ici, dans cette affaire-là. Donc nous avons tous envie de savoir, et le procès, qu'il soit public. Un tel procès ne peut pas ne pas être public, qu'il soit télévisé, juridiquement, enfin politiquement ce serait très bien, mais même d'un point de vue, d'autres points de vue, c'est une sorte de catharsis de la société camerounaise, qui est dans un état aujourd'hui, dans une situation où il faut déverrouiller et laisser voir. Juste souligner que le président Archange Touadéra justement était au Cameroun en fin d'année dernière, président centrafricain, pour, selon des indiscrétions, plaider en faveur de la libération de Jean-Pierre Amoukou Belinga. Et il y a eu une espèce d'imbroglio dans cette affaire parce que 3 juges d'instruction se sont succédés lors de l'instruction, l'information judiciaire. Le second juge a décidé de la libération de Jean-Pierre Amoukou Belinga, ce qui a provoqué un tollé parce que l'affaire ne faisait que commencer et livrer ces détails les plus scabreux. Et aujourd'hui, enfin à cette période-là, le tollé a été tel qu'on a dû changer le juge d'instruction pour avoir une nouvelle perspective. Mais hasard du calendrier, c'était à la suite de la visite du président centrafricain. Alors, Niagalé, au-delà des secrets autour de cette affaire, elle dévoile de manière crue quelque chose qui relève, on va dire, de la nature du pouvoir camerounais, en tout cas des pratiques de ces sécurocrates. Oui, contribue à confirmer ce qui a toujours été soupçonné et jamais véritablement avéré. C'est pour cette raison que ce procès revêt une importance particulière, parce qu'il met en lumière non seulement ce que vous appelez les sécurocrates, mais enfin un système de sécurité dont on sait qu'il est extrêmement centralisé, qu'il est géré au plus haut sommet de l'État, et une sphère privée dont la collusion est toujours régulièrement mise en cause, dénoncée. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la justice, et non seulement au Cameroun, mais comme vous l'indiquiez, on l'espère plus largement, apparaît comme un instrument de démocratisation aussi de ces sociétés, comme un instrument pour faire la transparence sur un certain nombre de pratiques. On voit aussi dans cette affaire, bien entendu, le lien avec les médias, puisque c'était Martinez Zogo, une figure absolument emblématique et particulièrement écoutée, appréciée. Et c'est sans doute grâce à cette aura, à cette notoriété dont il jouissait, que cette affaire n'a pas pu être passée sous silence. Et on s'étonne aussi, quelque part, malgré l'horreur qui vient d'être décrite, de l'amateurisme qui a présidé à cet assassinat, parce que immédiatement après, des procédures se sont mises en marche, ce qui dénote aussi peut-être le fait que sous un couvert de chape de plomb, étant donné notamment la longévité et de la vie et de l'exercice du pouvoir du président Biya, qu'il y a sans doute des choses qui se passent au Cameroun qui peut-être pourront se manifester de manière plus affirmée lorsque l'on passera à l'ère post-président actuel. Jean-François Gicombé, on peut aussi peut-être penser que la lutte des clans autour du président Paul Biya explique les polémiques actuelles, parce que en gros, c'est un certain clan qui est accusé d'avoir tué Martinez Zogo, et ce clan-là considère que, en réalité, ce n'est pas tout à fait lui, c'est un autre qui, justement, voulait lui mettre ça sur le dos. Il y a quand même une forme de pourrissement.
Nous sommes dans une ambiance de fin de règne. Et c'est le propre des ambiances de fin de règne que de voir les différents protagonistes, les différents clans s'affronter. Et d'ailleurs, ce que rappelait tout à l'heure ma collègue sur le fait qu'il y avait un peu d'amateurisme, c'est un amateurisme qui est doublé d'un sentiment d'impunité de la part d'un clan qui se sentait à ce moment-là suffisamment puissant dans le système pour se dénier de tous les liens du droit, de la justice, etc. Et ce sentiment de puissance-là, c'est pour ça que je disais qu'il y avait sans doute des dimensions, je dirais, sous-régionales. Ce sentiment de puissance est lié aussi au fait qu'il y a le soutien, un fort soutien du président centrafricain, et d'ailleurs, ce n'est pas le seul. Souvenez-vous d'Émile Parfessim. Émile Parfessim, non seulement il a été défendu par le président Touadéra, mais il a été exfiltré. Émile Parfessim, qui était un escroc. Un escroc. Mais ça fait partie de cette galaxie-là, en réalité, qui, dans cette ambiance de fin de règne, bien sûr, les clans vont se déchirer, s'entre-déchirer. Aujourd'hui, la justice est le seul médiateur et le seul élément qui peut tempérer tout cela. Et heureusement, fort heureusement, c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut plaider vraiment pour que ce procès-là soit public et que ce procès-là que les citoyens camerounais puissent le suivre, parce que la suspicion est aujourd'hui extrêmement forte d'un système qui est dans un état de pourrissement. On peut employer le bon terme, qui est arrivé à l'état de pourrissement aujourd'hui. Je vais faire participer un peu notre camarade Félix Achadé qui se trouve à Dakar. On a l'impression que cette affaire Zogo ne suscite pas le même émoi international que l'affaire Zongo, du nom d'un journaliste tué en 1998 au Burkina Faso. Pourquoi, à votre avis, est-ce que l'Afrique centrale, finalement, est moins monitorée, moins surveillée par les diplomaties sur le plan des droits de l'homme? Est-ce qu'on banalise les violations des droits de l'homme en Afrique centrale vues d'Afrique de l'Ouest? Il y a peut-être de ça, mais il y a aussi sûrement que la société civile, notamment les organisations de défense des droits de l'homme camerounaises, ne sont peut-être pas suffisamment connectés avec les associations des autres pays au plan mondial pour pouvoir mettre devant l'actualité des situations aussi dramatiques que celle qu'a connue ce journaliste. Moi, ce que j'aimerais ajouter sur le sujet, je suis quand même un peu étonné qu'il n'y ait pas de politique qui soit renvoyée si procès doit avoir au tribunal devant la cour, parce que j'espère bien que pour prendre ce genre de décision, c'est-à-dire éliminer physiquement un citoyen camerounais, qu'il faille quand même que l'autorité politique puisse donner son feu vert, parce que sinon ça voudrait dire que les services de renseignement sont laissés à eux-mêmes et qu'il n'y a aucun contrôle politique sur eux. Et c'est extrêmement grave. Donc moi, c'est ça ma préoccupation, de savoir si il y aura à ce procès un ou des politiques. Parce que je ne crois pas un seul instant, et j'espère ne me tromper, que les services de renseignement camerounais ne sont pas sous l'autorité politique. Voilà. Alors Fabrice, il y a manifestement, enfin dans la liste des 17 noms d'inculpés, il n'y a pas de politique, et surtout dans l'ordonnance du juge d'instruction, on voit apparaître un système de surveillance des journalistes qui est une forme de business as usual. Oui, de surveillance des journalistes. Le document de renvoi, d'ordonnance de renvoi, nous signale, je pense à sa page 10, si je ne me trompe pas, que l'ancien directeur des renseignements tenait une liste presse, une liste rouge presse pour pouvoir surveiller les journalistes. Les journalistes à problème, on va dire, oui, entre guillemets. Oui, exactement. Alors, deux écueils dans ce que j'ai entendu. Premièrement, je pense que effectivement, je pense que c'est une ambiance de fin de règne, mais ce n'est pas une ambiance de fin de système. Malheureusement, le système Biya, le système RDPC, plus que le système Biya, puisque Paul Biya est âgé de 91 ans. On sait tous que naturellement, le pilotage automatique. Et puis naturellement,
c'est-à-dire que c'est l'arbre qui cache la forêt d'un système, et le système est bien installé, très bien installé. Aujourd'hui, on a effectivement un procès dans lequel il y a des ramifications politiques au plus haut niveau. Le Jean-Pierre Abougou Belinga est lié à des gens comme le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, comme Jean-Pierre Esso. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce sont des fusibles, en fait, à mon avis, ces personnes-là qui sont présentées devant la Cour. Certes, des personnes importantes, c'était pas n'importe qui, Jean-Pierre Belinga Abougou, mais ça reste quand même des fusibles pour ne pas avoir à atteindre les personnes les plus haut placées politiquement. Comme Laurent Esso. Oui, voilà, et c'est absolument catastrophique pour la suite, parce que ça veut dire qu'on est dans un système qui ne se remet pas fondamentalement en question. Deuxièmement, il y a eu des réactions internationales. L'affaire a fait beaucoup de bruit. Les Reporters sans frontières, surtout. Oui, Amnesty International, Audrey Azoulay à l'UNESCO qui s'était aussi ému de la situation, ce qui, dans la foulée, a déclenché assez rapidement l'enquête conjointe entre la gendarmerie et la police nationale, instruite par le président de la République. ce qui montre bien à quel point le système, et le Niagalé le disait, très centralisé, vient beaucoup du haut de la présidence, et montre qu'on est dans un pays où le système, malheureusement, est ancré dans une certaine peur de la contestation, peur de l'autorité ultime du chef de l'État, mais surtout de toute cette cour qui l'entoure et qui lui est totalement dévouée. Mais aujourd'hui, vu son âge, qui est capable aussi de prendre ses propres décisions, je me demande dans l'intérêt de qui, mais certainement pas dans l'intérêt du peuple. Niagalé. Deux éléments. D'abord, sur la question de la résonance sur le continent africain de cette affaire. Alors, en effet, les médias internationaux ou les organisations de défense des droits de l'homme ou des médias de la liberté de la presse se sont émus. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous pour considérer qu'en effet, cela n'a rien à voir avec l'écho que trouve encore aujourd'hui l'affaire Norbert Zongo. Mais cela renvoie plus largement à un phénomène qui, pour moi, est très problématique sur le continent africain, c'est-à-dire l'absence de solidarité ou le très faible intérêt d'une zone géographique pour une autre. On retrouve là la problématique que l'on voit en ce qui concerne les conflits. Il est très rare dans la presse africaine en général de lire au Sahel, dans les médias, des éléments sur ce qui se passe en RDC, sur ce qui se passe en RCA, de lire en Éthiopie des éléments sur ce qui se passe au Mozambique, de lire réciproquement une préoccupation mutuelle pour ce qui se produit en Afrique, alors même que le continent reste extrêmement extraverti en se focalisant sur des événements qui se produisent ailleurs qu'en Afrique. Aux États-Unis. En France, en Ukraine, en Russie. Et c'est un élément qui me frappe. Et je pense qu'à l'heure où aujourd'hui il y a tant de manifestations, d'appels à des solidarités panafricanistes, celle-là est absolument essentielle. S'émouvoir réciproquement des drames ou des affaires gravissimes qui se produisent en différents endroits, ça fait partie de cette citoyenneté. Et à mon avis, il y a vraiment une difficulté de ce point de vue-là. Par ailleurs, je rebondis sur ce que vous venez d'analyser. Je pense qu'en effet, il est essentiel aujourd'hui de comprendre que la gouvernance en Afrique, et il n'y a pas que le système Biya qui est concerné, elle est incarné par une figure, mais qui, en réalité, ne fait que
être la face émergée de tout un système de relations de pouvoir, de solidarité, qui sont beaucoup plus difficiles à remettre en cause. On a souvent l'impression que des élections vont changer les choses, qu'un coup d'État va changer les choses. Non, très souvent, le système lui-même demeure. Je pense qu'un pays comme le Gabon est intéressant de ce point de vue-là. On va voir ce qui va se produire. Mais attention à ne pas être prisonnier de cette personnalisation du pouvoir qui souvent n'est qu'une façade et qui masque un système de fonctionnement à la fois politique mais aussi économique extrêmement profond, y compris à l'intérieur même des différents pays. C'est aussi ce qui fait le lien avec les parties des territoires qu'on juge périphériques. Oui, dernier mot. Oui. Un dernier mot, je vous voyais bouger un peu. Oui, il y a quelque chose qui me frappe et je pense qu'il faut regarder, en tout cas que je regarde avec beaucoup d'attention, c'est que il y a d'un côté un journaliste dont les droits et un système qui avait ciblé des journalistes dans un contexte où il ne s'agit pas seulement d'un ciblage politique, mais il s'agit aussi d'un ciblage par des groupes de presse ou des groupes de médias, c'est-à-dire par une collusion économique. Et au Cameroun, on a un système de ce point de vue-là qui est assez rare, y compris en Afrique centrale et dans d'autres pays, y compris en Afrique de l'Ouest, où les personnes dont il s'agit sont également des patrons de groupes et qui veulent dominer un domaine économique, et donc là, la question des droits des journalistes et la question de la liberté du journaliste et donc finalement de la liberté de l'information et de l'information que nous recevons est une question qui est au centre de cette affaire, est un enjeu à la fois politique mais social très important, et on va suivre avec le dénouement avec beaucoup d'intérêt de ce point de vue-là aussi. Merci.